Berry, c'est chaque semaine une conversation inspirante avec une personne résidant en Berry pour évoquer son parcours personnel et professionnel, ses réussites ou ses moments plus difficiles, mais toujours en essayant de retenir un conseil, un enseignement ou une inspiration pour chacun d'entre nous. Cette semaine, j'ai le bonheur de recevoir Franck Saint-Jean. Originaire d'une ville de Meuse, près de Verdun, le petit Franck rêve de devenir bricoleur quand il sera grand. C'est un touche-à-tout, allant même jusqu'à démonter le Solex de sa maman, nous raconte-t-il. Il voit le moteur comme un objet incroyable d'étude. Logiquement, il suit une formation en mécanique automobile, puis rentre dans l'armée, dans le transport poids lourd. Quand son régiment est transféré de Normandie à Châteauroux, Franck a pour mission le transport du char Leclerc. Très vite, fort de son expérience, il intègre un peloton de formation pour transmettre la maîtrise de ses engins hors normes. Après 15 ans d'armée, il revient à son métier d'origine, la mécanique, au sein d'un garage Castelroussin. Mais depuis l'âge de 11 ans, Franck a découvert le pouvoir de la musique, et en particulier du saxophone, esprit de groupe des musiciens d'harmonie, de fanfare. Cette passion de la musique et son intérêt pour les mécanismes vont se rejoindre et pousser Franck à franchir le pas. Il sera réparateur d'instruments à vent. On a parlé de cuivre, d'harmonie, de basse électrique, du Youngblood Brass Band, du Berry, de Gargilès, et bien sûr de son atelier où l'on a enregistré et où j'ai senti l'humilité d'un artisan qui répare, qui décabosse, qui nettoie, qui fait briller, en un mot, qui soigne les instruments qu'on lui confie. Je vous embarque à la rencontre de Franck Saint-Jean, artisan dans le vent. Good Berry, c'est parti. Bonjour Franck. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis vraiment très heureux d'être là. C'est un plaisir pour moi aussi. Nous sommes à la boîte à pistons. Pourquoi ce nom ? À la boîte à pistons, ça fait un petit peu référence à mon ancien métier qui était la mécanique automobile. D'accord. Où on retrouve les pistons dans les moteurs de voiture et forcément on retrouve aussi les pistons dans les cuivres sur les instruments de musique. Donc c'est le lien. Quand tu étais petit, Franck, tu avais un métier en tête ? Alors quand j'étais petit, mon métier c'était bricoleur. C'était vraiment les petites bricoles, bricoler des choses, démonter, remonter, voir comment ça fonctionnait. C'était ça que j'aimais faire. Ouais. Et tu bricolais quoi ? J'ai démonté le Solex de ma maman que j'ai jamais remonté, tout ce qui me tombait sous la main en fait, qui traînait dans la maison, les prises électriques qui m'ont valu quelques cours, j'ai eu des choses comme ça. Ouais, assez touche à tout en fait. J'aime bien un peu tout en général, voir comment ça fonctionne, comprendre, analyser, puis essayer de modifier, de transformer, de voir ce qu'on peut faire avec une chose pour en faire une autre, des choses comme ça. Ouais. Tu voulais en faire ton métier ? Vraiment, je voulais que ça tourne autour du bricolage, un petit peu des moteurs à l'époque, parce que c'était un peu la magie pour moi, le moteur, truc qui tourne tout seul et qui crée du mouvement. Mais après, voilà, c'était surtout le côté manuel, un peu touche à tout, quoi. Ouais. Et du coup, tu fais des études en relation avec ça ? J'ai fait un BEP, CAP et bac professionnel en mécanique automobile. Ouais. Et puis avant, je m'étais déjà dirigé vers une 3e et 4e technologie, où on a fait menuiserie, électricité générale et puis chaudronnerie. À quel moment, toi, tu commences à t'intéresser à la musique ? Alors, ça a été un peu forcé. Je devais avoir 11 ans. Et puis, la directrice de l'association de musique de mon village m'a dit « Maintenant, t'es grand, tu peux venir faire de la musique. » Et donc, en fait, ma maman m'a dit « Va faire de la musique. » C'est dans le Berry ? Non, j'habitais en Meuse, à Revigny-sur-Ornain, à côté de Bar-le-Duc, près de Verdun. Et donc, tu te mets à quel instrument ? Alors, j'ai commencé le saxophone parce qu'en fait, il y avait besoin de saxophone dans l'harmonie, et puis aussi parce que mon grand frère jouait déjà du saxophone. Et donc, voilà, un peu par mimétisme, je me suis lancé sur le même instrument que lui. J'y suis allé pas très convaincu au début, et puis ça m'a plu tout de suite. Ouais. Tes parents étaient musiciens ? Non, pas du tout, non. Et qu'est-ce qui t'a plu ? Déjà l'esprit de groupe, parce que c'était dans les harmonies, donc dans l'Est, c'est quelque chose d'assez développé, un petit peu comme dans le département, on retrouve ça ici aussi. On était 70 à l'époque dans l'harmonie batterie fanfare, donc puis à l'époque c'était très convivial, hein, ça y allait sur le canon de rouge à la fin des répètes, les choses comme ça, donc c'était vraiment une bonne ambiance générale, quoi. Oui, on faisait beaucoup de défilés, on faisait toutes les fêtes foraines, toutes les fêtes de village où ils installaient les bowling en bois, les choses comme ça, toutes les cérémonies. Voilà, donc on sortait quasiment tous les week-ends hors vacances scolaires, quoi. Tu penses que ça se perd un peu ? Ça s'est perdu à une époque et ça commence à revenir un petit peu, alors d'une manière différente. Il existe toujours un peu de défilés, toujours un peu de fêtes dans les villages, mais ça se fait quand même moins les fêtes dans les villages. On retrouve maintenant plus des harmonies qui vont faire des concerts, qui vont faire vraiment de la prestation au concert dans les salles des fêtes, même dans les petites villes ou grands villages, on va dire, mais c'est plus exactement comme à l'époque, même s'il existe toujours des musiques de défilé encore.
Et tu joues toujours du sax? Ah oui, je joue beaucoup. Oui. J'ai quatre formations. L'orchestre départemental de l'Indre. Je joue à l'harmonie de Châteauroux, à l'harmonie d'Ardentes, et puis aussi au sein d'un quatuor de saxophones, où on est 5 parce qu'on a un percussionniste avec nous, donc les prothèses de hanche. Voilà. Ah, ouais, très bien. Et vous faites des concerts? Avec l'orchestre départemental, on fait 2 concerts par an dans les villes du département. Des concerts qui sont gratuits, donc là on est une centaine de musiciens, c'est une grosse logistique. Après avec l'harmonie de Châteauroux, on a 2 concerts principaux, un à Equinox au printemps, et puis on a la Sainte-Cécile, la fête des musiciens, et on essaye aussi tous les ans de pouvoir organiser 2 concerts qu'on appelle 2 quartiers, où on va jouer un petit peu dans différents quartiers de Châteauroux tous les ans. Et puis l'harmonie d'Ardentes, c'est pareil, on essaye d'avoir 2-3 concerts à l'année à peu près. Pas de jazz? Alors j'ai fait un petit peu de Big Bang avec Pascal Lacor au conservatoire il y a 2 ans maintenant, avant de partir à l'école. Mais c'est un peu contraignant, ça me prend beaucoup de temps. Et puis c'est une musique où je manque un peu de technique encore pour l'instant, donc c'était plus difficile pour moi. Ouais. Les ensembles d'harmonie, c'est quel répertoire? Par exemple, l'harmonie de Châteauroux, l'harmonie municipale, c'est un répertoire assez vague qui peut aller de la musique de danse à la musique de film, à la musique classique aussi. On peut faire de la musique classique. Après, c'est beaucoup des arrangements en fait. Donc il y a des musiques comme les musiques de film peuvent être écrites spécialement pour orchestre d'harmonie. En règle générale, dans la musique classique, c'est des musiques qui sont écrites pour d'autres ensembles et qui sont transformées pour pouvoir être jouées par des orchestres d'harmonie. Ouais. Pour revenir au saxo, on m'avait dit que c'était Monsieur Sax qui l'a inventé, c'est vrai? Adolphe Sax, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est ça. Donc toi, aujourd'hui, tu es réparateur? Oui, je suis réparateur d'instruments de musique avant. On dit luthier? Non, en fait, le luthier, c'est plus... on le dit, hein, il y a des gens qui le disent. Le luthier, c'est plus pour les instruments à cordes du quatuor, comme les violons, mais aussi pour les guitares, par exemple, ou les basses. Après, dans mon domaine, ouais, c'est vraiment l'intitulé, c'est réparateur d'instruments avant. Et on peut avoir, pour ceux qui en fabriquent, on peut les appeler facteurs d'instruments. Comme le piano? Voilà, par exemple. D'accord. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une formation? Il y a une formation en France, il y a une école qui la propose. Donc c'est l'Institut technologique européen des métiers de la musique qui se trouve au Mans. Donc là, j'étais passé, on va dire 9 mois là-haut l'année dernière pour obtenir mon CAP. J'ai pu obtenir un CAP de réparateur d'instruments de musique avant. Et il propose aussi après 2 diplômes supérieurs, le BMA en alternance pendant 2 ans, qui est un brevet des métiers d'art. Et il y a aussi eu, alors c'est pas très souvent, mais il y a un diplôme des métiers d'art qui se fait aussi sur 2 ou 3 ans en alternance, je crois. Donc ça fait partie des métiers d'art? Oui, en tant que réparateur, je suis entre les deux, par exemple. Mais par contre, quelqu'un qui va faire de la restauration d'instruments de musique, ce que je pourrais faire, par exemple, moi, c'est pas exactement ce que je fais ici, mais je pourrais en faire, est vraiment classé métier d'art, alors que le réparateur d'instruments de musique, comme moi, je pratique, est pas classé métier d'art. Dans l'imaginaire de la Chambre des métiers, par exemple. Mais après, voilà, moi, je sais que la Chambre des métiers me considère comme métier d'art, par exemple. D'accord. C'est-à-dire que toi, tu interviens sur des instruments qu'on pourrait nommer modernes, alors que tu pourrais pas intervenir sur des instruments plus anciens, c'est ça? Alors, je suis capable de faire les deux. La différence, c'est que mon activité s'oriente beaucoup plus sur les instruments modernes, c'est-à-dire sur la réparation courante, on va dire, et sur l'entretien courant des instruments. Après, il peut m'arriver, enfin, j'ai déjà travaillé sur des saxophones des années 1930, 1940. Et je peux arriver à travailler sur des instruments plus vieux, mais ça fait pas partie de mon activité première, on va dire. Voilà. Ouais, ok. Et quand tu fais cette formation au Mans, quel est le principal enseignement que tu as retenu? La principale chose que j'ai pu retenir, elle venait de mon professeur de cuivre, parce qu'on avait des professeurs pour les bois, donc saxophone, clarinette, flûte, traversière, et puis les cuivres, trompette, tuba, trombone. Donc elle vient de mon professeur de cuivre, il nous a dit que si on se demandait si le résultat était bon, c'est qu'il n'était pas satisfaisant. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où tu ne te poses pas la question et que tu te dis là c'est fini, c'est fini. Si tu te dis j'ai pas l'impression que ça ou j'ai l'impression que c'est bon mais je suis pas sûr, c'est que c'est pas fini et qu'il faut encore travailler. Ouais, c'est intéressant. Ouais. C'est un petit peu sa mentalité de voir les choses. Ouais. Et en parlant de formation, toi tu formes quelqu'un? Alors je n'ai pas formé de gens, j'ai eu je sais plus si c'est 2 ou 3, j'ai eu 3 stagiaires, je crois, de 3e qui sont venus faire leur petit stage de 5 jours, ouais, qui étaient super motivés et puis j'étais très content de les recevoir. Après, pour moi, comme je débute, c'est compliqué. On m'a fait des demandes parce que à l'ITEM, il y a des formations en CAP sur 2 ans en alternance. Et donc, les élèves cherchent des entreprises dans lesquelles ils pourraient s'insérer. J'ai déjà reçu 2 demandes, en fait. Mais mes réponses, c'est que je ne peux pas les prendre pour l'instant, car je suis trop jeune dans le métier pour leur apprendre des choses. Et puis, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est un petit peu compliqué au niveau paperasse encore pour prendre un alternant, quoi. Mais dans l'avenir, j'aimerais bien effectivement former des gens. Ouais. Alors, il y a 2 familles d'instruments avant, les cuivres et les bois.
Tu peux nous expliquer la différence ? Alors la différence, elle vient de la conception à l'origine, c'est-à-dire que les bois étaient principalement faits à partir de bois, comme les flûtes par exemple. À l'époque, les flûtes traversières, ça c'est des instruments qui étaient en bois, qui maintenant sont en métal, mais on les a gardés dans la famille des bois. On y a rajouté le saxophone, par exemple, parce que la vibration est créée par l'anche, qui est en bois. Après, dans la famille des cuivres, c'est pareil, c'est la fabrication qui fait que c'est l'instrument qui est principalement en cuivre, qui fait qu'on le classe dans cette famille-là. Ouais. C'est toujours en cuivre. Oui, c'est du laiton, c'est un alliage. Ouais. Tu peux nous expliquer comment un souffle émet différents sons ? Il y a distinction de plusieurs souffles parce qu'on va se retrouver dans les cuivres, par exemple, souvent à souffler dans une embouchure. Donc là, c'est les lèvres qui vont émettre le son. Et donc, ça va être la tension qu'on va mettre dans ces lèvres, la puissance du souffle, la vitesse du souffle et l'intention qu'on va y mettre qui vont faire que on va faire vibrer en fait l'instrument d'une manière ou d'une autre, qui va produire des notes plus graves ou plus aiguës. Alors que par exemple sur le saxophone ou la clarinette, en fait, c'est pas les lèvres qui vont vibrer, c'est l'anche qui va vibrer et qui va, elle, émettre un son. Et c'est en bouchant plusieurs trous qui ont été fabriqués dans l'instrument, en rallongeant l'instrument, en fait, on va donner une note plus grave. C'est-à-dire que plus l'instrument va être court, plus la note va être aiguë, plus l'instrument va être long, plus la note va être grave. C'est comme ça qu'on arrive à émettre des sons différents, en fait. D'accord. Et la hanche, c'est un petit morceau de bois ? Oui, c'est un petit morceau de bois qui est taillé exprès, qui est fait pour vibrer, qui a un côté très fin pour pouvoir vibrer. Ouais. Et du coup, pour les réparer, tu en joues de tous les instruments ? Alors, je commence à essayer de souffler dans tous, on va dire. Donc le saxophone, pas de problème, parce que j'en fais quand même depuis l'âge de 11 ans maintenant, donc ça fait quelques années. On va dire que pour tout ce qui est les cuivres, trompette, tuba, j'arrive à sortir des notes. Après, c'est moins important de savoir le souffler, parce qu'il n'y a pas la même exigence que sur une clarinette ou au niveau mécanique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à faire un peu les notes, que les pistons fonctionnent, sur une trompette, ça fonctionne, quoi. La clarinette, il peut y avoir une note qui va nous poser problème quelque part. Donc là, la clarinette, je m'y suis mis un petit peu, j'arrive quasiment à faire toutes les notes de la gamme. Et puis où je peine un petit peu, c'est sur la flûte traversière, parce que c'est pas la même façon d'emboucher. On souffle à travers un biseau, en fait, on souffle un peu dans le vide. Et c'est plus compliqué pour moi d'émettre un son avec la flûte traversière. Et quel est ton instrument préféré, toi ? Pas forcément à jouer, mais à écouter. J'aime beaucoup la basse électrique. Ah oui. Ouais, à écouter. Voilà, moi je joue du saxophone baryton parce que c'est lui qui fait les accompagnements. En fait, j'aime beaucoup les instruments d'accompagnement, les batteries, enfin tout ce qui amène le rythme, quoi. La basse, et bon, forcément, j'adore le saxophone, mais voilà, quand j'écoute des morceaux, j'adore écouter des morceaux où il y a de la basse et qui est bien présente, quoi. Et quel est l'instrument que tu préfères travailler ? À l'atelier ? Ouais. Alors, j'aime bien travailler la clarinette parce que c'est un instrument que je connaissais pas du tout, que j'ai découvert, et puis je me sens vraiment à l'aise dessus. Après, on va dire que mes plus gros kiffs, ça a été sur des saxophones. J'ai eu 2-3 perles qui sont arrivées en réparation il y a quelques mois, et c'était vraiment super de travailler sur des instruments de haute qualité, on va dire. Et quand tu parles de perles, c'est la marque ? De perles dans le sens de prestige. C'était les Selmer, c'est une des marques les plus réputées dans le monde, qui est fabriquée en France. Et donc j'ai eu des instruments, donc il y a le Super Balancet d'Action, qui est le prédécesseur du Mark VI, et puis j'ai eu 2-3 Mark VI aussi. Le Mark VI, c'est un instrument qui est réputé comme étant un des meilleurs saxophones au monde. Le Super Balancet d'Action, qui est celui d'avant, qui pour moi a la meilleure sonorité. Enfin, c'est vraiment un instrument fantastique, et c'était vraiment super agréable de travailler dessus. Ouais. Est-ce que tu as déjà réparé des instruments rares ou un peu décalés ? J'ai réparé un klaxon. Ça doit être un vieux klaxon de voiture, on suppose. Alors bon, la réparation était plutôt simple, hein, c'était de remettre en état le tube de sortie et de le faire briller. Donc là, j'attends son propriétaire pour qu'on fasse un petit peu les réglages dessus. Quand tu as un client qui vient, tu sens qu'il y a une relation spéciale entre le client et son instrument ? On va dire pas trop pour les élèves ou les étudiants, parce que c'est des gens qui découvrent la musique. Souvent, c'est pas forcément leur instrument, c'est des choses de prêt ou de location. Mais après, il y a vraiment certaines personnes, oui, avec lesquelles on sent vraiment le lien affectif. Alors, souvent familial, parce que c'est pas forcément des instruments qui leur appartiennent à eux, mais qui étaient au grand-père ou des choses comme ça. J'ai retapé quelques instruments comme ça. Et puis après, effectivement, les gens qui ont leur instrument depuis des années, on sent qu'il y a une relation affective avec l'instrument. Ouais. Ouais. Pourquoi tu as décidé de monter un atelier de réparation alors que tu aurais pu peut-être intégrer une maison de fabricants ? On parlait de Selmer.
J'ai beaucoup réfléchi à aller travailler, enfin surtout chez un autre luthier, pas forcément en fabrication, parce que vraiment mon but, moi, c'est de rendre service en fait entre guillemets aux musiciens. Ça veut dire d'être là pour quand ils ont un problème avec leur instrument, pour pouvoir le corriger et qu'ils prennent plaisir à jouer. Donc c'était vraiment mon but premier. La fabrication, c'est plaisant de fabriquer des petites pièces, mais c'est pas vraiment mon but essentiel. Après, c'est aussi parce que j'ai décidé d'ouvrir mon atelier plutôt que d'aller travailler chez un autre réparateur en attendant de me former un peu. C'est que je suis un peu implanté dans le Berry depuis que je suis arrivé. J'ai acheté ma maison, je me sens bien ici. J'ai une affinité avec beaucoup de musiciens dans les harmonies parce que comme je joue dans pas mal d'harmonies, j'en connais beaucoup d'autres. Et donc en fait voilà, j'avais une clientèle, j'avais une occasion, l'opportunité, donc je sentais que c'était le moment, quoi. Fallait y aller. Et apparemment, ça plaît parce que la plupart des gens sont heureux de pouvoir me trouver là. Ouais. Tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore des instruments dans leur grenier qui servent pas? Ouais, je pense qu'il y en a encore quelques-uns. C'est une chose qui va diminuer au fur et à mesure du temps parce que forcément, avec les sites internet, Le Bon Coin, il y avait eBay, des choses comme ça, les gens ont plus tendance des fois à se débarrasser un petit peu des choses qu'ils retrouvent dans les greniers. Pour être franc, c'est aussi un moment où on fait moins de bonnes affaires parce que forcément, ils vont trouver des tarifs. Ils vont plutôt se baser sur des choses, des instruments restaurés, donc ils vont avoir moins facile à lâcher un instrument qu'ils vont retrouver dans le grenier, même s'il n'est pas en état. Mais il y en a encore quelques-uns, je pense. Ouais. Quel est le plus gros instrument que tu as eu à réparer? J'ai réparé un sousaphone qui s'appelle aussi sous-bassophone. C'est ce qu'on appelle à tort en fait l'hélicon. C'est l'instrument qu'on voit beaucoup dans les petites fanfares de rue que l'instrumentiste pose sur son épaule avec un gros pavillon qui lui passe au-dessus de la tête. Ah oui, ouais. Voilà. Donc voilà, ça s'appelle un sousaphone et pas un hélicon, c'est pas la même forme. Et c'est le plus gros que j'ai fait ici, avec un gros tuba aussi. Pareil, c'est un instrument qui sert à faire les basses, donc qui est assez volumineux. Et c'est quoi le problème? Sur le sousaphone, là, c'était quelques coulisses de grippé, un ou deux pistons qui marchaient moins bien, et puis un gros nettoyage de l'esthétique extérieure, et puis intérieure aussi, parce que comme le musicien salive en fait dans son instrument pendant qu'il joue, ça crée beaucoup de dépôts de tartre, et au fur et à mesure, les tuyaux se réduisent en diamètre, donc ça change la sonorité de l'instrument et sa jouabilité, donc il faut nettoyer ça de temps en temps. D'accord. Est-ce que tu penses que le mouvement actuel, tu vois, de recyclage plutôt que d'acheter neuf, est-ce que c'est aussi une tendance dans les instruments? Ouais, c'est un petit peu ambigu parce qu'en fait, on va dire que l'instrument, on a plutôt tendance à le faire réparer de toute façon. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, il y a un lien affectif qui se crée souvent avec son instrument, donc on n'a pas envie de s'en séparer. Il y a une tendance inverse qui fait que beaucoup de gens maintenant achètent des instruments très peu chers en fait sur Internet, beaucoup sur le marché chinois par exemple. Et en fait, il y a beaucoup d'instruments de très mauvaise qualité qui ne seront pas forcément réparables, qui ne sont pas forcément non plus jouables. En fait, c'est vraiment la chose qu'il ne faut pas faire. On peut très vite se dégoûter de jouer de l'instrument si on n'y connaît rien en prenant un instrument pas cher parce que c'est un instrument qui ne sera pas facile à jouer. Alors que des fois, en rajoutant, on va dire, quelques centaines d'euros de plus, ce qui n'est pas évident pour tout le monde, c'est sûr, mais on va se retrouver avec un instrument d'étude, mais de qualité, et qui là va offrir vraiment toutes les qualités pour pouvoir apprendre l'instrument facilement, quoi. C'est-à-dire que l'instrument ne va pas être un problème à son apprentissage. Il faut vraiment choisir l'instrument en fonction de son niveau et de ce qu'on peut en faire, quoi. C'est ce qu'on dit souvent avec les stylos, d'ailleurs. C'est plus facile d'apprendre à écrire avec un stylo qui marche très bien plutôt qu'avec un stylo qui marche pas bien. Ouais. Pour revenir sur ton parcours, donc tu arrives à Châteauroux, pourquoi? Alors j'arrive avec l'armée, parce qu'en fait à l'issue de mon bac professionnel en mécanique automobile, je rentre dans l'armée pour faire du transport en tant que chauffeur poids lourd. Donc 2 ans en Normandie, à Vernon, à côté de Mantes-la-Jolie. Et puis en fait le régiment est transféré à Châteauroux pour faire du convoi exceptionnel où on faisait du transport de chars Leclerc. Donc les camions étaient un peu plus imposants et le régiment en Normandie avait pas la capacité d'accueil. Donc ils nous ont installés sur la base de Châteauroux qui était avant une école du matériel. Donc ils ont fermé l'école du matériel et a été ouvert le 517e régiment du train qui faisait du transport du transport de chars, donc avec des porte-chars. Et j'ai fait donc un peu de transport et puis très vite je suis rentré dans un peloton de formation où j'apprenais aux jeunes qui arrivaient, qui venaient de passer leur permis poids lourd, à utiliser les convois exceptionnels. Car c'est des camions quand même hors normes, avec des techniques dessus, des remorques hydrauliques, des choses comme ça, des essieux qui peuvent tourner, une remorque qui se lève. Et donc en fait, voilà, je leur apprenais à faire des manœuvres. On allait rouler sur la route pour leur apprendre à manœuvrer, à maîtriser le gabarit du véhicule, avant qu'ils puissent être autonomes.
Et ça, sur combien de temps? Et ben, je suis arrivé en 98 et jusqu'en 2011. Oui. J'ai fait 15 ans au total, donc 2 ans en Normandie et puis 13 ans à Châteauroux. Et après, tu décides de changer pour quelle raison? Et bien après, en fait, j'arrive à la fin de mes contrats Hum. de l'armée, donc voilà, j'avais envie de changer parce que j'étais un petit peu là de tout ça. Et puis, j'ai voulu retourner un petit peu vers mon métier d'origine. Je me suis mis à faire du pneumatique et un peu de mécanique automobile. Ouais. Et en mécanique automobile, tu restes combien de temps? Et ben, j'ai fait 7 ans au pneu le sèche, où j'ai fait principalement. Alors je faisais un petit peu de mécanique à l'atelier, et puis beaucoup de pneumatique. Donc, on faisait du tourisme, du poids lourd, de l'agricole, et avec des astreintes en fait pour faire du dépannage pneumatique poids lourd sur l'A20, sur l'autoroute, ouais. Du jour comme de nuit. Ouais. Et à ce moment-là, tu as quand même derrière la tête ce job de réparateur d'instruments de musique? Alors, j'ai toujours eu une passion en fait parce que comme j'aimais bien bricoler depuis très très longtemps, je démontais mes instruments. Forcément, je faisais des erreurs. Et puis à peu près depuis 2014-2015, j'avais dans la tête de me former à réparer tout du moins au moins les saxophones, donc par des petits stages. Mais j'avais jamais trouvé l'occasion ni les finances pour pouvoir le faire, donc ça s'était pas fait comme ça. Mais ça me trottait un petit peu dans la tête, sans forcément vouloir m'installer un atelier, quoi. Et qu'est-ce qui t'a décidé? Ah, c'est qu'au bout, bah voilà, pareil, au bout de 7 ans, j'avais envie de changer un petit peu. Bon, les astreintes la nuit sur l'autoroute, c'était sympa, mais ça peut être aussi assez épuisant. Et voilà, j'avais envie de voir d'autres choses. Et puis j'avais envie de me retrouver plus aux sources de la musique et du bricolage en lui-même, quoi. Première semaine de lancement, comment ça se passe? Alors, ça a été un peu compliqué parce que pendant que j'étais à l'école, on a subi un confinement, premier confinement. Et donc là, dans ma tête, je me suis dit, j'abandonne le projet. Parce que pendant ce confinement, j'avais mon deuxième stage en entreprise qui était prévu, que j'ai pas pu faire. Et je me retrouvais, pour moi, trop juste au niveau technique. J'étais pas sûr de pouvoir maîtriser tous les gestes et je me suis dit quand je vais me retrouver tout seul, si j'ai pas la maîtrise, ça sert à rien. Et puis en fait, à la fin du premier confinement, l'école nous a repris en son sein et nous a ouvert son atelier. Et en fait, on a eu un mois supplémentaire à la place de terminer début juin, on a terminé fin juin, où on a fait quasiment que de l'atelier pendant ce mois-là. Donc là, je me suis rodé un petit peu sur toutes les techniques de réparation et d'entretien courant. Mais je m'étais mis dans l'idée, par exemple, de ne pas faire de crédit. Parce que je me suis dit, voilà, comme je ne savais pas ce que ça allait donner, je ne voulais pas m'endetter. Je m'étais dit aussi de ne pas prendre d'atelier spécifique, donc j'ai commencé chez moi. Début juillet, je finissais l'école le vendredi soir, le lundi matin, j'avais mon premier client à la maison, à 9h. Donc ça, c'était assez positif. Mais voilà, avec le moins de frais possible. Et j'avais aussi lancé un financement participatif, histoire d'acheter un petit peu de matériel et de consommables. Parce qu'après l'année d'école, entre mon logement ici, mon logement au Mans et tous les frais que ça avait engendré, j'avais plus de sous. Ce budget participatif, tu l'as construit comment? Je l'ai construit autour d'une plateforme qui s'appelle Tudigo. Je l'ai créé pendant que j'étais à l'école le soir. Donc voilà, j'avais mis un premier palier à 3 000 € qui a été atteint, avec des photos de l'outillage que je voulais acquérir. Après, j'ai construit des contreparties que pour l'instant, je n'ai pas encore distribuées aux gens parce que j'ai gardé l'argent pour faire face, on va dire, à la crise sanitaire. Et puis, j'attends vite qu'on puisse reprendre un peu plus et pouvoir. Donc, il y avait des t-shirts, il y a des sweatshirts, des gourdes, il y a des entretiens gratuits, des choses comme ça qui étaient proposées au sein du financement. Ouais. Ouais, c'est top. Il y a des gens qui t'ont aidé quand tu as ouvert l'atelier? Il se crée un petit réseau grâce à Internet, donc entre les élèves qui étaient dans ma classe, quelques autres élèves qui étaient sur d'autres formations qu'on a rencontrées, et puis aussi les professeurs ou des intervenants. Donc en fait, on n'hésite pas, de temps en temps, on s'envoie des messages, tiens, moi je suis coincé là-dessus, toi comment tu fais? Donc ça, on commence déjà avec notre groupe d'élèves, entre nous, et puis si vraiment il y a un truc qui coince, on appelle ou un de nos formateurs ou un intervenant extérieur qui a son propre atelier, par exemple, et en fait, on s'aperçoit que c'est vraiment un milieu où les gens sont ravis de s'entraider et puis de diffuser leur savoir. Ouais. Et la classe d'étudiants, c'est plutôt des jeunes ou c'est des gens en reconversion? Du coup, dans ma classe, c'est un peu mélangé parce que il y a le même CAP qui se fait en 2 ans en alternance. Donc là, on va retrouver plutôt des jeunes de 17-19 ans. Dans ma classe, moi, ça allait de plus de 50 à le plus jeune devait avoir peut-être 19 ou 20 ans à peu près. Donc c'est très large. Ouais, c'est assez large. Ouais. Il y avait un peu de tous les milieux sociaux, on va dire. Il y avait des comptables, un technicien de laboratoire, un professeur d'histoire. Il y avait 2-3 jeunes qui sortaient d'autres études et qui avaient envie de venir là-dedans. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu écoutes, toi, comme musique? Alors moi, j'écoute un petit peu de tout. J'écoute pas spécialement d'artistes, on va dire, en particulier. J'aime bien mettre des radios, des choses comme ça, écouter un peu au hasard. Et sinon, après,
Voilà, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est le gros funk, un peu années 80, et puis un peu le funk fanfare avec des grosses formations, des choses comme ça. T'as un nom de groupe à nous donner? Le Young Blood Brass Band, qui est une fanfare américaine, qui mélange un peu le rap et la fanfare funk, avec des gros cuivres et vraiment des mecs qui envoient du son assez fort, ouais. Je les ai vus 2-3 fois en concert, c'est assez génial, ouais. Je mettrai le lien sur la page Facebook alors. Après, j'aime beaucoup le jazz de sentiment. Ça veut dire que j'aime pas trop le jazz technique. Tu vois, il y a beaucoup dans les solos de jazz, on retrouve les musiciens qui se forcent à faire des traits instrumentaux phénoménaux. Et en fait, moi, ça me fait pas du tout plaisir. Enfin, ça me touche pas. Par contre, vraiment, tout ce qui est sérénade, les choses comme ça dans le jazz, vraiment le jazz, le blues, les choses un peu plus où il y a de l'émotion, là, vraiment, j'adore ça. Après, j'aime bien la musique classique aussi. Il y a quelques morceaux que j'adore. J'aime bien les compositeurs comme Ravel, les choses comme ça. Voilà, je suis un petit peu plus sur de la musique actuelle, la musique de film, des musiques un petit peu plus modernes. Enfin, même si le classique et le jazz restent des musiques modernes, mais... Il y a des instruments que t'as pas pu réparer, qui t'ont un peu résisté comme ça? Non, pour l'instant, je me suis sorti de tout ce que j'avais en réparation. Il y en a certains qui m'ont demandé beaucoup plus de temps que d'autres. Après, c'est toujours pareil, ça dépend de la qualité. C'est-à-dire qu'un instrument très haut de gamme, s'il n'a pas subi de choc, il va être très très facile à réparer. Alors qu'un instrument bas de gamme va être plus compliqué. Ou si un instrument qui a subi des gros chocs. Mais ça ressemble beaucoup à l'automobile, c'est-à-dire que t'as des problèmes mécaniques, t'as des problèmes de carrosserie, quoi. Ouais, il y a de tout, ouais. Ouais. Et comment ça fonctionne? Toi, tu fais des devis, tu sais pas combien de temps tu vas passer sur l'instrument. Ouais, alors souvent, ce que j'essaye de faire, quand la personne m'amène l'instrument, c'est de le garder et de lui envoyer le devis ultérieurement. Ça veut dire que par exemple, il y a certains instruments, déjà, je vais le démonter entièrement avant de faire le devis. C'est-à-dire que comme ça me permet de voir des choses qui ne sont pas accessibles quand l'instrument n'est pas démonté et de pouvoir être au plus proche du devis parce que c'est comme en automobile. S'il y a un truc que le client il aime pas, c'est qu'on le rappelle au bout de 2 jours en lui disant bon bah j'ai démonté le cache-culbuteur mais il faudrait changer les soupapes quoi. Et ça fait 2000 € de plus. Ça, le client, il déteste. Et donc, j'essaye au maximum d'être juste. Après, moi, quand je fais un devis, je le respecte. Ça veut dire que souvent, s'il y a un petit truc en plus, je le facture pas. Mais voilà, donc j'essaye de garder l'instrument avec moi et de prendre vraiment le temps de faire le devis. Après, si le client il accepte pas, je lui remonte l'instrument et il le récupère comme ça. Et voilà, on va dire que c'est du temps que j'ai passé, mais au moins je suis, on va dire, plus honnête, enfin plus fidèle. C'est plus proche de ce que le client attend au niveau du devis. Il saura à quoi s'attendre, quoi. Ouais. Combien de temps il faut pour démonter un sax, par exemple? On va dire que l'année dernière, je mettais 3 heures. Maintenant, pour démonter un saxophone entièrement, je vais mettre une demi-heure, 3/4 d'heure. Oui. Ouais. En rangeant bien les pièces comme il faut. À peu près, ouais, une petite demi-heure, et puis ça va s'accélérer encore un petit peu. Je commence à vraiment prendre des rythmes de croisière. Ouais. Et pour le remonter? Alors pour le monter, si c'est juste le remonter, on va dire qu'en 1 heure, je vais l'avoir remonté. La différence, c'est qu'en fait, quand on fait l'entretien, on ne fait pas juste le remonter, c'est-à-dire quand on le remonte, on fait tous les réglages. On va s'assurer que chaque clé ferme bien, soit étanche sur le trou qu'elle vient boucher, que chaque ressort correspond à la force de ce qu'on attend de lui, que chaque feutre ait bien la bonne épaisseur pour que la clé s'ouvre pas de trop ou qu'elle se ferme suffisamment, que ça fasse pas de bruit, que la clé soit libre en fait au niveau de la rotation, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de choses à vérifier. Donc en fait, quand je repars de zéro, si je fais un retamponnage complet, pour l'instant, je vais mettre 2 jours et demi, 3 jours à remonter un saxophone en entier, à le régler. On dit qu'avec le confinement, beaucoup de gens se sont mis à la musique. Tu l'as ressenti, toi? Alors, pendant le confinement, ce que j'ai eu, moi, c'est des gens qui ont ressorti des vieux instruments et qui voulaient les faire remettre en état pour se remettre un petit peu dessus. Après, je le vois avec le magasin devant où il y a des gens, effectivement, qui viennent pour voir s'ils peuvent s'acheter un instrument parce qu'ils désirent apprendre. Et je pense que c'est un peu le fait de confinement, ouais. Après ta formation dans la vraie vie de l'atelier, qu'est-ce qui t'a le plus étonné? Par exemple, au début, ce que j'avais pas prévu, c'est par exemple les petites erreurs sur les devis, les choses comme ça, c'est-à-dire de ne pas être assez attentif à l'instrument quand tu le reçois et quand tu le regardes, et puis faire le devis, puis quand tu le démontes, justement, t'apercevoir que bah oui, il y avait ça en plus, il y a ça en plus. Et donc c'est pour ça que maintenant, j'essaye de garder l'instrument et puis de le démonter entièrement avant de faire le devis. Voilà, je sais qu'il y a des choses qui sont compliquées, sur lesquelles il va falloir que je prenne beaucoup de temps, mais c'était clair dans ma tête, en fait, tout ça. J'étais assez visionnaire, en fait, sur ce qui m'attend. J'ai pas eu vraiment beaucoup de surprises, ouais. Et comment tu communiques? Alors, je communique beaucoup à l'heure actuelle par Facebook, Instagram, que ce soit en publicité classique. J'essaye de faire des belles photos d'instruments terminés.
J'avais un maître de stage qui m'avait dit le avant-après, ça sert à rien, c'est quand l'instrument arrive qu'il est sale, et puis quand il repart qu'il est propre, pour montrer la différence. Il m'avait dit fais pas ça, il me dit monte l'instrument une fois qu'il est terminé, c'est ça qui intéresse les gens, de voir comment c'est beau et que ça brille quand c'est fait, et pas comment c'était pas propre en fait quand ça arrivait. Puis en plus, c'est vrai que je me suis dit que ça pouvait aussi, entre guillemets, gêner certaines personnes de voir leur instrument sale en photo. Et même s'ils le voient propre après, tu vois, qu'on puisse dire, bah tiens, ça c'est la clarinette. S'il y a quelqu'un qui reconnaît l'instrument, c'est la clarinette d'un tel. Il n'en avait pas pris soin, par exemple, ou des choses comme ça. J'essaye de faire que des photos de après. Et puis de soigner, en fait, le décor de fond. Alors, moi, je suis pas photographe. Donc, en fait, j'utilise beaucoup les effets sur Instagram pour faire un rendu photo que je trouve joli. Et donc, je publie beaucoup de photos sur Insta et sur Facebook. J'ai eu un copain de classe de l'école qui m'avait fait une petite vidéo super sympa qui lui sortait d'école audiovisuelle avant d'intégrer l'école avec moi à l'ITEM. Et donc, il m'a fait une vidéo que j'ai publiée aussi sur mon site, que j'ai fait tourner, que j'ai mis en pub payante, pareil, sur Internet. Et puis après, un petit peu les interviews dans l'ANR. J'ai eu Esprit Berry. Là, on est venu m'interviewer pour le Carré Barré aussi. Qui va paraître au mois de juin. J'ai eu un article dans Aurore Paysanne, qui est un journal principalement dédié aux agriculteurs et paysans du secteur. Enfin voilà, des choses comme ça, quoi. D'après toi, quel est l'instrument le plus photogénique? Toi qui fais beaucoup de photos d'instruments. C'est compliqué. J'ai fait de très belles photos de trompettes en finition argentée. Enfin, j'ai quelques rendus de photos qui sont super chouettes. La trompette, je trouve que ça se photographie assez bien et puis ça a vraiment un super rendu de brillance. Après, moi, je suis fan des instruments argentés, que ce soit les trompettes, les saxophones. Je préfère aux instruments dorés. La trompette, je pense que la trompette est assez photogénique, on va dire. D'accord. Toi, tu as des contrats avec le conservatoire? Il n'y a pas de contrat. Ils sont libres en fait, d'envoyer les instruments où ils veulent. D'accord. Je fais un tarif préférentiel, par exemple, pour le conservatoire, parce que voilà, ils me ramènent une partie de mon chiffre d'affaires va venir de chez eux. Ils m'ont déjà bien fait travailler et puis je suppose, vu que ça leur plaît, qu'ils vont continuer à le faire. C'est pratique pour eux parce qu'au début, ils étaient quand même obligés aussi de faire du kilomètre pour envoyer leurs instruments en révision. Il n'y a pas spécialement de contrat signé, quoi. Moi, de mon propre chef, je leur fais une réduction et puis eux, s'ils veulent me faire travailler, j'en suis content, mais ils ne sont pas obligés de le faire. Voilà. Et des réparateurs d'instruments de musique en cuivre et en bois, il y en a beaucoup? Alors non, dans le département, je suis seul à faire les deux, cuivre et bois. Sinon, il y a Lisa Wolf à Neuville-Saint-Sépulcre, mais qui est plus orientée sur les bois. Donc, elle fait beaucoup de clarinettes, flûtes traversières et un peu les saxophones. Après, elle s'est aussi diversifiée. Elle fabrique des cornemuses et puis d'autres instruments comme ça, qu'elle fabrique elle-même. Et après, sinon, les autres réparateurs, il va falloir aller sur Tours, Limoges. Enfin, voilà, il y en a un petit peu autour, mais dans le département, on n'est vraiment que deux. Ouais. Franck, dans Goodberry, j'aime bien terminer la conversation par une question qui est liée à notre territoire, si tu veux bien. Quel est l'endroit que tu aimes particulièrement en Berry? Du coup, il y a deux endroits que j'aime bien. Ouais. Il y a l'écoparc à Déol. Ouais. Parce que en fait, j'habite juste en face et quand il fait beau, je viens tous les matins à pied. Ça me fait 3 km et j'ai une grosse partie qui est dans l'écoparc. Et c'est vraiment génial le matin, à 8h, sous les rayons du soleil, de venir au travail en traversant ce lieu qui est vraiment ressourçant. Et en toute saison, tu le traverses? Quand il fait beau, en fait, ça peut être en hiver, quand il fait pas s'il pleut pas et qu'il fait pas très très froid, j'essaye de venir au maximum à pied. Et puis après, quand même des plus beaux villages, c'est Gargilès. Ouais. Et puis aussi parce que depuis quelques années, voilà, j'ai une affinité avec ce village parce que j'ai rencontré du monde là-haut et j'y ai quelques activités maintenant liées au spectacle tous les mois d'août. Donc c'est vraiment un beau village, quoi, avec des gens qui sont sereins et qui sont agréables et assez atypiques. D'accord. Et quel type de spectacle? C'est une dame en fait qui organise. Une dame, elle va pas aimer, c'est Hélène. Qui organise un spectacle danse, théâtre, un peu musique, stage de 2 semaines, tous les ans au mois d'août, principalement pour les enfants. Et elle fait ça depuis maintenant à peu près 22 ans. Et donc moi je l'ai découvert il y a à peu près 6 ou 7 ans maintenant, et j'y vais à titre bénévole et gracieux lui faire la sono et la lumière, parce que je me suis pris un peu de passion aussi pour ça depuis que je l'ai rencontré. J'avais un tout petit peu de matériel quand je l'ai rencontré, et puis je lui ai proposé, et puis l'année d'après j'ai racheté un peu plus de matériel, et puis maintenant j'ai un camion complet de matériel qui ne sert quasiment qu'à ça. C'est une aventure super humaine en fait, et c'est tout dans la joie, la bonne humeur en permanence, et c'est vraiment un chouette spectacle à la finalité. C'est pas un spectacle rabais, quoi.
Devant ton atelier, un magasin de musique maintenant ? Ouais, Jam Music Store, ouais. Tu peux nous en parler ? Ah ouais, je peux t'en parler avec plaisir parce que déjà, c'est un plaisir pour moi parce que en fait, tous les matins, je traverse un magasin de musique quand je vais au travail. Donc, c'est le rêve pour un musicien, tu vois. Donc, ce magasin a été ouvert par Julie et Romain Terret, qui sont frères et sœurs. Je sais que Julie, elle fait un peu de violon et Romain, il fait du clavier et de la percu. Et puis, il est aussi arrangeur pour des grands noms de la musique. Pour Indochine par exemple, il a fait pas mal d'arrangements musicaux. C'est Thomas, leur beau-frère, qui est vendeur au magasin. Un lieu axé sur la musique, sur l'échange. Et donc en fait, on est tous impatients de pouvoir revoir des musiciens qui viennent faire un peu la pub pour leurs concerts, qui viennent parler matos, qui viennent faire un petit bout de bœuf dans le magasin, organiser des petites sessions, des choses comme ça. Ouais. Ok, super. Merci Franck. Et merci à toi, c'était avec plaisir. Salut, ciao. Hello, j'espère que la conversation avec Franck vous a séduit et que vous partagerez cet épisode sur vos pages et réseaux sociaux favoris. Je compte sur vous pour le financement participatif évoqué en début d'épisode et vous retrouve bien sûr la semaine prochaine en compagnie d'une invitée inspirante et inspirée. À très vite.